Alors, pour partager ce qui agite la tech en ce moment, j'ai avec moi Alain Staron, fondateur d'Amborella. Bonjour Alain. Et puis nous sommes connectés aussi avec Fabienne Billa, qui est conseillère en communication et stratégie numérique en visio. Bonjour Fabienne. Bonjour Delphine, merci pour cette invitation. Bonjour Alain. Eh ben avec plaisir, je suis impatiente de vous entendre réagir donc, à l'actu que j'ai mis dans mon viseur cette semaine. Alors on va commencer avec un tweet, je le cite, hein. Pas sûr que quelqu'un en ait entendu parler, mais j'ai démissionné de Twitter. Alors évidemment, c'est signé Jacques Dorsey, cofondateur du réseau social, qui annonce ainsi, publiant aussi la lettre de démission, qu'il quitte son poste de directeur général pour se consacrer notamment à son autre activité, son autre entreprise dans les paiements Square. Quelle est votre réaction? On va commencer en plateau, allez. En façade, c'est parfait. Une boîte doit vivre sans son fondateur, doit survivre à ses fondateurs, etc., etc. Donc, vive les équipes et donc empowering the team. Donc, yes. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, alors, voilà, il dit pas trop. Enfin, il faut chercher un peu pour dire ce qu'il va faire sur Square, qui se lance dans le Bitcoin, etc. Dans les cryptocurrencies, pardon. Et c'est intéressant parce que donc, ce gars-là, il a 45 ans, il est au fait de sa forme. Donc, il peut faire plusieurs aventures dans sa vie. Hein. La première, les réseaux sociaux. Et il quitte les réseaux sociaux maintenant, alors qu'il y a encore plein de choses à faire sur Twitter. C'est le début de la gloire. Ils ont plusieurs trimestres positifs d'affilée. Donc voilà, il quitte maintenant. Voilà, c'était un peu retombé. Hein. En 2020, on était à nouveau sur des pertes. 2020. Mais 2020 n'est pas facile. C'est une année un peu compliquée. Et donc, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est de se dire pourquoi ce monsieur qui est brillant, qui connaît plein de choses, pourquoi est-ce qu'il change de fusil d'épaule maintenant ? Et ça rejoint, alors pour l'instant c'est des supputations, c'est des visions, ce sont des intuitions, mais passer du modèle réseau social qui a déjà une vingtaine d'années vers un modèle décentralisé, hein, vous savez que c'est un des papes de la décentralisation, et au-delà tout ce qui est blockchain, ça porte peut-être en germe l'un des futurs acteurs de ce que sera l'avenir du digital, et l'avenir du digital c'est sans les plateformes. Donc, pour vous, il fait un bon pari. Fabienne Billa, en tant que conseil en communication, que dites-vous de cette phrase aussi qu'il prononce dans sa lettre de démission? Je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. En fait, il dit une entreprise dirigée par ceux qui l'ont créée, c'est un facteur limitant qui mène à l'échec. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, depuis 2006, année où il a fondé Twitter, sa gestion est relativement chaotique. Et j'avais noté que le fonds activiste Elliott, qui est actionnaire de Twitter, lui reprochait quand même pas mal de choses, notamment son manque d'implication par rapport au développement de la société, lui préférant a priori de faire des séances de yoga. Mais bon, il y a aussi un constat qui est intéressant, c'est que la plupart des dirigeants, enfin des fondateurs de plateformes ont démissionné, enfin ont lâché leur direction. Et j'ai noté aussi qu'en janvier 2020, il y avait eu 35 départs de ces dirigeants des big tech. Donc effectivement, ils sont aussi confrontés à beaucoup de pression, notamment ces témoignages qu'il faut faire auprès du Sénat par rapport à leur gestion, à leur incapacité à contrôler les fake news, etc. Et c'est quand même un modèle économique qui est de plus en plus difficile à soutenir, c'est-à-dire la récolte des datas sur les utilisateurs pour leur commerce publicitaire. Et puis les politiques ont aussi pris un petit peu l'ensemble des difficultés qui se posent par rapport, j'allais dire déontologiques par rapport à ce modèle économique. Donc c'est intéressant effectivement de noter et la perspective de la blockchain. Oui, pour Mark Zuckerberg, qui lui n'a pas lâché en revanche sa boîte sur le métaverse, sur des perspectives de web décentralisé, comme l'indiquait Alain. Alors sur cette question de la monétisation de Twitter, parce que c'est quand même, ça a été un de ces gros chantiers, il y a encore beaucoup de reste à faire, mais alors est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que l'idée de faire davantage ciblé, est-ce que la publicité ciblée, c'est vraiment l'avenir? Je pose la question. Et deuxième interrogation qu'on peut avoir aussi, c'est le rôle des réseaux sociaux dans le contrôle de la parole politique, puisque Jacques Dorsey, c'est aussi celui quand même qui a censuré le compte de Donald Trump. Ah, c'est un endroit où on prend plein de baffes. Donc, je pense que c'est pas un poste facile du tout. En particulier vis-à-vis des politiques. Donc c'est aussi... mais là, il n'y a pas forcément de réponse. Quant à la publicité ciblée, hein, c'est Google lui-même qui disait si on enlève le ciblage, on perd 80% de nos revenus. Donc, on en reparlera, tiens, de la citation de Google. Ouais. Là-dessus, Fabienne Billa?
Oui, non, mais c'est certain que le nouveau dirigeant Parag Agrawal va avoir effectivement aussi des difficultés. On ne sait pas bien quelle est la marge de manœuvre il va avoir sur un déploiement de nouveaux services. Enfin, on constate aussi que depuis quelques temps, Twitter fait attention. Vous avez vu récemment l'obligation de demander le consentement pour la publication de photos de personnes sur Twitter, ce qui risque d'être, je vois dans mon activité, dans une de mes missions de cover live tweet, ça va être difficile quand on va couvrir des événements de demander l'autorisation de consentement de publier la photo de chaque personne qu'on interrogera. Mais effectivement, pour le nouveau CEO, ça risque d'être compliqué de trouver des perspectives par rapport à cette monétisation, alors que, comme vous le dites, ça a un impact phénoménal sur la parole publique. Enfin, Twitter a un impact, le fil Twitter a un impact phénoménal comme relais d'opinion. Et donc la suite sera reprise, on l'a dit par le directeur technique actuel de Twitter. C'est aussi celui qui a beaucoup poussé l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, c'est vers là, semble-t-il, que Twitter se dirige. Alors on enchaîne avec une autre actualité. On va reprendre là cette fois les mots de Google, en fait du patron de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, auprès des Échos à l'occasion d'une interview. Il nous dit « Il existe un risque en Europe que la régulation crée un web de deuxième classe. » Waouh. Ça, c'est de l'argument. On est déjà en deuxième classe, donc bon. Non, parce que quand on regarde bien, vous avez les GAFA d'un côté, les BATX de l'autre. Donc les Américains d'un côté, les Chinois de l'autre. Il n'y a pas d'Européens. Donc on n'est pas au premier rang. Bon. On disait sur la Business France la semaine dernière, sur les 10 premières capitalisations boursières mondiales, 8 sont technologiques, aucune n'est européenne. Ouais. Donc il y a un vrai sujet. Donc la deuxième classe, on y est déjà. Bon. Ce qui est intéressant pour Alors, faire le lien... ce qu'il dit la deuxième classe, lui, il le dit en termes de services, en fait. Oui. Pour lui, les prochaines directives là, qui seront en négociation en 2022, donc Digital Service Act, Digital Market Act, le DSA-DMA, pour faire court, vont empêcher de faire travailler ensemble différents services, et donc on aura une perte de qualité de service, nous, en Europe. C'est bullshit. Enfin, pour faire le lien avec ce qui précède, quand une boîte grossit trop, les régulateurs s'en mêlent et cherchent à organiser, non pas pour les freiner, mais pour protéger les consommateurs et pas que les consommateurs, pour protéger le business. L'économie et l'innovation. Ouais. Donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles Jacques Dorsey est parti. Enfin, il y a un moment, il se rend compte que c'est trop compliqué, il vaut mieux démarrer un truc un peu nouveau où il va plus s'amuser et grandir plus vite. Bien. Ceci étant dit, vous avez vu que l'amende a été confirmée par le tribunal européen, 2,4 milliards d'euros infligés à Google pour abus de position dominante sur le choix des moteurs, les comparateurs de prix. C'est l'exacte traduction de ce qu'ils ont dit juste avant. Ouais. Un service intégré, c'est tellement plus simple. Oui, mais c'est tellement plus appauvrissant. C'est le saule pleureur. Il est magnifique, mais il n'y a rien qui pousse dessous. Bon. Donc, ils ont raison de dire, si on faisait tout seul, ce serait bien. Ils ont tort de dire que si on ne nous laisse pas faire, ce serait pire. Non, ce sera mieux. Mais ça risque d'être mieux sans eux. La roue tourne. Je voyais un tweet où on disait... peut-être on va quand même demander à Fabienne Mila ce qu'elle en pense. Parce que, je ne sais pas, c'est intéressant comme argument qu'avance là Google face donc aux directives qui ont été mises en avant sous l'impulsion, en l'occurrence, de Thierry Breton. Je trouve que c'est une bonne guerre, évidemment. Il ne va pas abonder dans le sens des régulations qu'arrive enfin à mettre en place l'Europe. Et je voulais juste au passage signaler l'adoption du Data Governance Act hier, qui s'est passé et qui a été fait en 1 an. Bref, c'était une parenthèse. Mais effectivement, Matt Brittin, c'est un petit peu amusant parce qu'il avance que cette régulation pourrait être un frein à l'innovation. Et comme exemple, ce qui est assez concret et qu'on pratique tous, c'est lorsqu'on cherche par exemple un restaurant indien sur notre smartphone, eh bien Google nous indique l'emplacement, Google nous indique les horaires, Google nous indique aussi des services qui sont corrélés avec ça. Et c'est là où ils parlent d'innovation et de combinaison de services qu'ils peuvent apporter et qu'ils pourraient peut-être moins apporter à cause des processus administratifs qui seraient inhérents à ces régulations. Il y a un autre chiffre qu'il avance, et là je suis un petit peu dubitative, en disant qu'il y a moins de 30% des recherches pour un produit, pour une location, une réservation de vol, etc., qui commence par Google. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Alain Staron. Moi aussi, ce chiffre m'a étonné. Non, aujourd'hui, on ne le voit pas encore trop parce qu'il n'est pas encore monté très haut dans le ranking des premiers plateformes de publicité au monde, mais c'est Amazon. C'est-à-dire que maintenant, la recherche de produits, on la fait directement sur Amazon, et Amazon vend le placement dans son moteur de recherche. Ce n'est pas encore très visible, mais le duopole Google-Facebook devient un trio
Google, Facebook, Amazon. Amazon. Et que Google fasse 30% dans un monde à 5, moi, je trouve ça pas mal du tout. Enfin, on aimerait bien faire pareil. Ouais. Et voilà. Donc, Bon, alors, on sait que la France va prendre la présidence de l'Union européenne là, dès janvier 2022. Elle sera donc en charge de conduire ces négociations autour du DSA-DMA porté par Thierry Breton. On verra si cet argument a porté ou pas à ce moment-là. Mais juste pour continuer, et je rebondis sur le point d'avant, pour conclure, pardon, oui. Le modèle qu'ils mettent en avant, c'est l'intégration verticale. Si tout est chez moi, tout se passe bien. On voit bien que ça, c'est un frein et pour l'économie et pour les consommateurs. Donc, le deuxième modèle qui se précise, c'est la décentralisation. Il y a de la logique dans les idées d'Alain Staron. Alors, on enchaîne avec aussi, là encore, l'Europe qui fait des propositions pour protéger le débat politique et assurer une intégrité des élections sur Internet. En fait, la Commission européenne pointe du doigt les publicités politiques. Fabienne Biya, je vous laisse réagir en premier. Oui, alors c'est pas forcément mon sujet le plus phare, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est à l'instar du DSA, du DMA, etc., du DGA. C'est une proposition qui a été annoncée le 25 novembre et qui oblige à un certain niveau de transparence sur les publications des publicités politiques. Donc ça limite le ciblage, ça limite aussi l'amplification des annonces avec des dispositions qui sont apparemment assez strictes. Pour rappel, évidemment, toujours l'emblématique Cambridge Analytica. Donc ça devrait éviter de se retrouver dans de tels scandales. Je rappelle que ça avait utilisé 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour orienter une partie des utilisateurs de Facebook, c'était pas massif, mais une partie des utilisateurs de Facebook sur des avis politiques. Ce qui est intéressant, je trouve que là, ça marche aussi bien sur le online que le offline. Donc, c'est toujours le même constat de toute façon auprès des plateformes numériques, c'est-à-dire qu'elles prospèrent avec cette publicité ciblée, et puis ça permet d'encadrer finalement les dérives. Oui, on pourrait presque s'étonner que ces mesures ne soient pas déjà mises en œuvre finalement, parce qu'il s'agit d'être plus transparent, d'indiquer qu'il s'agit bien là de publicité politique. Il s'agit aussi de demander l'accord explicite de l'Internet. Enfin, quoi de neuf, j'allais dire là. Oui, et en plus, ce n'est que, à mon avis, le premier étage de la fusée. On vient d'un monde où les contenus étaient linéaires. Vous avez le choix entre quelques chaînes. Et donc, c'était assez facile pour le législateur de chronométrer le temps de parole de chacun et de s'assurer que chacun ait les mêmes chances de parler. Donc, pour nous, consommateurs, qu'on ait la chance d'être exposés à l'ensemble des messages pour faire des choix éclairés. Sur le web, vous allez là où vous avez envie d'aller, là où votre fibre penche. Et donc, du coup, vous pouvez passer à côté de plein de choses, surtout si les messages sont poussés par la publicité. Ce qui est intéressant, mais on le sait déjà. Il y a la question quand même du ciblage, parce que là-dessus, c'est intéressant. Alors justement, donc, entre 2016 et 2020, les dépenses publicitaires de Clinton et Hillary Clinton versus Biden et de Donald Trump ont été multipliées par 2. Ils ont dépensé chacun en 2020 autant qu'ils avaient dépensé à 2 en 80 millions de dollars en 2016 et 100 millions chacun en 2020. Le ciblage était un peu plus fort chez Joe Biden, qui a privilégié les femmes à 60-40, contre un Trump qui a fait du 50-50. Bien. Quand vous mettez de l'argent, forcément, vous êtes plus exposé. Et donc, si on veut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'égalité du temps de parole, il faudrait, et c'est pour ça que je pense à l'étape suivante, il faudrait aussi gérer les dépenses publicitaires pour s'assurer que chaque candidat ne dépense pas plus, lui et tout son écosystème. Donc, et c'est ça qui manque encore, mais qui est probablement la prochaine étape. Une fois qu'on voit bien qui dépense quoi, on voit bien l'argent, comment on peut manipuler les foules. Maintenant, quant au ciblage, le ciblage, ils veulent le limiter, ils veulent le concentrer, éviter. Ils veulent l'interdire, en fait, sur le caractère sensible des données, voilà, à savoir l'origine ethnique, la religion, orientation sexuelle. Voilà. Très bien. Très bien. En même temps, le ciblage, si aujourd'hui c'est l'immense majorité des publicités, c'est que ça marche bien et ça vous donne un message qui vous parle mieux. Et que dire d'autre que c'est ça qui est efficace, et donc l'interdire paraît compliqué. Partout, d'ailleurs, ils le feront que sur les données sensibles. Ce qui me paraît plus embêtant, c'est quand vous allez tracer les origines des gens qui font la publicité, avec un référent européen si ça vient de l'étranger. Oui. Comment vous allez faire, d'abord pour n'oublier personne, et puis après pour mettre le holà.
C'est parce que Alors justement, Fabienne Dia, ce qu'ils disent, c'est que il faut instituer des amendes, en fait, alors proportionnelles en fonction des types de campagnes, mais qui soient suffisamment dissuasives. Est-ce qu'avec cette arme, l'Europe peut s'en sortir ? On a le retour du RGPD, par exemple, avec, je n'ai plus mon temps, mais est-ce que c'est, je recherche mes notes, 1 milliard d'euros de sanctions pour le RGPD avec 9 indications juridiques, 9 décisions juridiques. Bon, c'est clair que c'est pas l'incitation, enfin c'est pas la sanction financière qui fait bouger les comportements fondamentalement et des dirigeants de grande efficacité pour l'instant. Non. En revanche, je voulais ajouter une chose, c'est qu'il y a quand même aussi une concentration des médias, c'est-à-dire que 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires, entre les mains de 9 milliardaires, et on peut aussi s'inquiéter aussi de cette concentration, c'est-à-dire ils agissent forcément en fonction, ils influent forcément sur la ligne éditoriale, sur le choix des journalistes, etc., plus ou moins un peu ou prou, mais c'est quand même une concentration qui est aussi conséquente, et je ne sais pas si ça va être également mis dans le package de la régulation. Il faut aller avec la régulation sur les fake news. Oui, absolument. Parce que si vous mettez beaucoup d'argent pour un truc... Alors, il y a quand même un point important qu'on n'a pas signalé, c'est que tout ça, c'est pas pour les élections présidentielles françaises, parce que alors, on en est au stade des recommandations, ça doit passer encore au Parlement européen, à la Commission européenne. Alors, l'objectif, c'est plutôt de boucler le texte, je crois, c'est 2023, avec une mise en œuvre qui arriverait en 2024, donc plutôt pour les prochaines élections européennes. On espère que ça ira plus vite sur les fake news. Donc ça va être le Far West chez nous. Alors, on enchaîne et on termine même avec votre regard, Alain, sur l'actu. Vous, ce qui vous a frappé, c'est notamment l'autorité de la concurrence britannique qui bloque le rachat de Jiffy. Ça va exactement dans le même sens. En Angleterre, les Anglais passent 75% du temps sur leurs réseaux sociaux sur l'environnement Facebook. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Ouais. Bien. Point numéro 1. Et point numéro 2... le Facebook fait à lui tout seul la moitié de la publicité numérique en chiffre d'affaires en Angleterre. Et Jiffy, c'est quoi? Jiffy, je le dis en français, c'est une plateforme qui crée des gifs et qui invente des formats publicitaires très originaux sur les gifs. Et Facebook, Meta, l'a acheté l'année dernière, sans rien dire à personne. Il y a eu déjà les Anglais ont fait une première remarque, et puis là maintenant ils viennent de l'interdire. Pourquoi? Parce que intégration verticale, des réductions de l'innovation et consolidation du secteur dans les mains des mêmes autour du marché publicitaire. Donc on est exactement dans la même logique. Le régulateur se saisit des entreprises qui sont maintenant dominantes et limite leur évolution, d'où le souhait de certains de partir. On a la même chose en Chine. Les Chinois, l'équivalent en Chine, vient de mettre 49 amendes, dont la moitié rien que sur Tencent et Alibaba. Bon, c'est des toutes petites amendes, mais c'est pour Alibaba parce qu'ils avaient acheté Autonavi, qui est une boîte qui fait de la navigation, limitation de la concurrence, et Tencent, ils avaient acheté China Medical Online. Donc là, on commence à retoucher le secteur de la santé, etc. etc. Fabien, il y a une réaction là-dessus sur ces... procès antitrust là, qui se multiplie et cette décision britannique qui est très forte et qui, je crois, met plutôt Zuckerberg très en colère d'ailleurs. Mais je trouve que de manière générale, on était vraiment en réaction, et notamment dans notre politique. C'est assez récent qu'on se bouge réellement sur... je pense au boulot d'Olivier Sichel avec Margrethe Vestager depuis 2017 sur la régulation des GAFA. On était un peu lent et en réaction, et je trouve que quand même, on pourrait souligner ces réussites de cohésion, notamment avec le DSA et le DMA, et les 27 États membres qui sont enfin fédérés, et enfin, on a l'impression d'avancer et de cadrer un petit peu tout ça. Ensuite, j'aimerais citer l'art de la guerre de Sun Tzu qui indique pour moi, ce qui serait bien, c'est quand même d'arriver à soumettre l'ennemi sans combat, sans sanctions, etc. Mais que déjà dans nos comportements collectifs et individuels, on soit un petit peu plus acculturés sur nos usages des réseaux sociaux d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que les plateformes en font comme business. Donc je pense qu'un jour, on va arriver à l'origine, à la genèse de nos comportements, de façon à ne plus avoir à sanctionner systématiquement avec des amendes qui, clairement, n'impactent pas complètement ces plateformes. Merci
Beaucoup pour vos analyses à tous les deux. Faben Villa, donc conseil en communication, en stratégie, et Alain Staron, le fondateur d'Amborella. Juste après la pause, merci à vous. Juste après la pause, eh bien, on se retrouve pour parler du monde du libre avec une actu, je pense que vous n'avez lu nulle part ailleurs.